Bonjour madame, bonjour monsieur, mon nom est Alain Rioux pour les Papas en Action pour l'équité. Avant de commencer la séance, j'aimerais souhaiter une bonne et heureuse année à tous les parents du Québec, tous les parents biologiques notamment, et leur souhaiter le meilleur des temps avec leurs enfants avant qu'ils atteignent leur majorité et aussi dans leur temps de jeune adulte. Et avec une attention particulière à tous les parents qui sont aux prises avec la DPJ. Donc, je vous souhaite qu'on vous accorde du temps avec vos enfants et qu'on ne vous fasse pas trop de troubles. Ceci étant dit, dans la dernière partie du chapitre 11, nous avons abordé la question de l'avenir des parents biologiques. Et nous avions entendu aussi Mme Régine Laurent passer à Tout le monde en parle et nous passer un peu un petit message de ce qui s'approche. C'est-à-dire que lorsque les enfants sont bien en famille d'accueil, il faut leur donner une famille pour la vie. Mais ce qu'on n'a pas nécessairement dit, c'est que souvent la DPJ saisit le tribunal pour 30 jours, demande une prolongation pour un mois ou deux, la cause est remise pendant quelques mois, etc. On demande des visites supervisées. Après les visites supervisées, on trouve des motifs pour dire que le parent a dit des choses qui n'étaient pas appropriées, qui est arrivé en retard aux visites supervisées et ainsi de suite. Donc là, on demande une révision et prolongation pour encore plus de temps au tribunal et ainsi de suite. Et finalement, après 1 an ou 2, ben là, on a les motifs nécessaires pour demander à la Cour que l'enfant reste en famille d'accueil et souvent, on le fait sous le prétexte, comme l'a dit Mme Laurent, c'est-à-dire qu'il s'est créé un lien d'attachement avec la famille d'accueil. Maintenant, on avait précisé qu'il existe des groupes Facebook au niveau de l'adoption qui appellent les parents les bios. Et puis, ces groupes discutent entre eux sur le modèle d'adoption et comment s'organiser à travers ce modèle-là. Et j'avais aussi laissé entendre qu'il y avait plusieurs couples homosexuels et lesbiennes qui, incluant certains employés de la DPJ, qui devenaient des parents adoptifs par le biais de la banque mixte. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on apporte quelques précisions sur ce phénomène-là. Et puis, on va regarder la situation au Canada et aux États-Unis. Premièrement, rappelons que le phénomène de l'homosexualité est un phénomène, bon, pas un phénomène qui est récent, mais que jusqu'à tout récemment, jusque dans les années 90, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considérait toujours que l'homosexualité était un trouble mental, un trouble de santé mentale. Donc, ça fait pas longtemps, c'est il y a seulement 30 ans. En 2020, le mariage et les couples de même sexe est légalisé dans à peu près 20% des pays du monde. Donc, dans les pays où le mariage a été légalisé, généralement, le législateur en arrive à aussi légaliser l'adoption par les couples de même sexe et d'accepter l'homoparentalité, si vous voulez. Donc, toutefois, l'homoparentalité et l'adoption par des couples de même sexe est relativement controversée dans le monde actuellement encore. Donc, une question se pose à savoir quelle sera l'orientation sexuelle de l'enfant qui a été élevé par un couple de même sexe. Il n'existe pas d'études parfaitement et entièrement concluantes sur le sujet, mais on peut dire qu'il serait raisonnable, à tout le moins, de croire qu'un enfant qui a été élevé par
soit deux parents homosexuels ou deux parents lesbiennes, puissent avoir une ouverture ou une certaine liberté plus large que les enfants qui ont été élevés par une famille avec un homme et une femme, à avoir des relations avec une personne du même sexe, par exemple. Une autre question se pose à savoir s'il est préférable pour l'enfant d'avoir un modèle représentatif des deux sexes dans sa vie. Donc, on sait que sur le plan psychologique, il y a certaines choses qui se passent, notamment quand l'enfant est très jeune. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais donc sur son développement, si le fait d'avoir un modèle, deux modèles des deux sexes serait préférable. Donc, on sait très bien que dans tous les changements sociaux, il y a du lobbying, il y a des pressions qui se font sur le législateur, sur les gouvernements. Donc, suite à des pressions des mouvements LGBT aux États-Unis, il y a un organisme qu'on appelle le BLAG. C'est comme, si vous voulez, c'est un bureau bipartisan, c'est-à-dire c'est une commission qui a été créée avec des membres des deux grands partis américains pour se positionner sur des enjeux majeurs, sur des choses de la société que le législateur doit trancher par une loi à un moment donné. Donc, l'organisme a saisi la Cour suprême des États-Unis sur la question. C'est-à-dire que les parents de même sexe produiraient des résultats moins positifs que les parents de sexe opposé. Soit parce que ces familles n'ont pas à la fois de parents masculins et féminins, comme je le disais. Donc, on affirmait là-dedans que les parents biologiques ont un intérêt génétique dans la réussite de leurs enfants que les autres parents adoptifs ou les parents de même sexe n'auraient pas. Donc, on a aussi avancé un argument disant que les mères lesbiennes et les pères homosexuels pourraient être parfois des descendants d'unions hétérosexuelles qui ont raté, si on peut dire, et qui sont devenus par la suite homosexuels. Donc, en 2013, suite à tout ça, la Cour suprême a tranché la question à l'effet que le consensus des sciences sociales est à la fois concluant et clair. Il faut se poser la question à savoir s'il y a plusieurs études qui ont été faites et que dans ces études-là, il y en a qui prêchaient pour leur clocher. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont produit les études qui ont déclaré ouvertement qu'ils étaient membres d'une communauté LGBT, par exemple. Donc, là, on parle de peut-être que des études auraient été biaisées. Donc, on dit les enfants s'en sortent aussi bien lorsqu'ils sont élevés par des parents de même sexe que lorsqu'ils sont élevés par des parents de sexe opposé. Le consensus est vrai pour un large éventail des indicateurs et de nombreuses études représentatives au niveau national aux États-Unis. En conséquence, que les enfants soient élevés par des parents de sexe opposé ou de même sexe, il n'y a aucune raison de préférer les parents de sexe opposé aux parents de même sexe. Les recherches en sciences sociales confirment que le rendement scolaire des enfants élevés par des parents lesbiennes ou homosexuels est aussi bon que celui des enfants élevés par des parents hommes et femmes hétérosexuels. Donc, la recherche révèle un développement cognitif similaire et parfois même meilleur, apparemment, que celui des enfants de parents de sexe opposé sur de nombreux indicateurs de la réussite scolaire et de la participation. L'adaptation sociale et la qualité des relations d'amitié pour les adolescents est équivalente. Les enfants de parents de même sexe sont tout aussi sains psychologiquement que les enfants de parents de sexe opposé. Ils ne sont pas non plus susceptibles d'abuser de substances plus que les autres. Bref, de nombreuses études sur les enfants et les adolescents élevés par des parents de même sexe menées au cours des 25 dernières années par des chercheurs respectés
conclut qu'il réussit aussi bien psychologiquement, émotionnellement et socialement que les enfants et adolescents élevés par des parents hétérosexuels. La Cour suprême des États-Unis a ainsi conclu que l'orientation sexuelle d'un individu ne détermine pas si cet individu peut être un bon parent. Les enfants élevés par des parents gays et lesbiens sont tout aussi susceptibles que les enfants élevés par des parents hétérosexuels d'être en bonne santé, prospères et bien adaptés. Alors voilà qui vient clore le débat. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que ça change? Le fait que aujourd'hui, le mariage gay est accepté, et bon, mais là, on parle seulement d'une vingtaine de pays sur 180, puis c'est un phénomène qui est nouveau, mais bon, on en arrive à clore le débat en disant qu'il n'y a aucune différence entre un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel pour élever des enfants. Maintenant, sur le terrain. Les statistiques canadiennes sur les ménages nous montrent qu'au cours des 10 dernières années, plus précisément les statistiques de 2006 à 2016, il y a eu une augmentation de 60% du nombre de couples gays et lesbiens, contre seulement 10% de l'augmentation des couples hétérosexuels. De ce premier constat, on peut supposer que le nombre d'unions entre les personnes de même sexe est en pleine explosion, puisque le phénomène est récent. Pour le moment, en 2020, on peut estimer à peu près que la population de couples de même sexe correspond à environ 1,5% de la population d'une manière, disons, générale. 1,5%, peut-être un peu moins ou un peu plus. Aux États-Unis comme au Canada, la situation est à peu près comparable. Aux USA, c'est un peu plus de la moitié des couples homosexuels qui sont des couples lesbiens. Au Canada, en 2001, lorsqu'on a légalisé le mariage dans cette période, à peu près, le mariage gay, donc il y avait une proportion plus élevée de couples gays que de couples lesbiens, mais selon les dernières statistiques, les quantités deviennent à peu près égales à très peu de choses près. C'est moitié-moitié. Aujourd'hui, au Canada, à peu près 50% des couples hétérosexuels, hommes-femmes, élèvent des enfants. Et on estime qu'environ 12% des couples de même sexe, les couples homosexuels, qu'ils soient gays ou lesbiens, élèvent des enfants de leur côté. Donc, 50% des couples, on va dire réguliers, hommes-femmes, élèvent des enfants, et chez les couples homosexuels, c'est environ 12%. Les données américaines sont un petit peu plus détaillées, comme d'habitude, nous montrent qu'environ 10% des couples gays ont des enfants. Comparativement, ce serait à peu près 25% des couples lesbiens et 40% des couples hétérosexuels. Donc, aux États-Unis, c'est moins de la moitié des couples hétérosexuels qui élèvent des enfants. Au Canada, c'est encore la moitié, selon les statistiques comparables. Maintenant, il va de soi que les couples gays qui ont des enfants les ont surtout par l'adoption, alors que c'est 70% des cas chez les couples lesbiens, à peu près lesbiennes. Dans 70% des cas, eux autres ils ont des enfants biologiques. Et c'est comprenable puisque la femme peut accoucher et que l'homme dans le couple gay ne le peut pas. Donc, les données américaines fournissent également une comparaison intéressante, à savoir, en ce qui concerne les cas d'adoption, 21% des couples de même sexe ont adopté des enfants. 21% des couples de même sexe ont adopté des enfants contre seulement 3% des couples hétérosexuels. C'est-à-dire que dans les couples hétérosexuels qui ont des enfants, c'est seulement 3% de ces couples-là qui ont adopté.
alors que dans les couples homosexuels, c'est 21% qui ont adopté. De la même manière, en ce qui concerne les familles d'accueil, 3% des couples de même sexe deviennent parents d'accueil, parents de familles d'accueil, contre 0,4% des parents hétérosexuels. Il est à noter que 50% des couples de même sexe demeurent dans les 3 plus grandes villes du Canada, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 20% à Toronto, à peu près 20% à Montréal et un 10% à Vancouver dans le cas du Canada. Et vous avez entendu Mme Régine Laurent le dire à Tout le monde en parle, que quand un enfant est bien dans une famille d'accueil, il faut le laisser dans sa famille d'accueil. On sait également que le Québec place 2 fois plus d'enfants qu'ailleurs au Canada et aux États-Unis en famille d'accueil. Aussi, au mois d'octobre dernier, il y a une grosse campagne de recrutement de familles d'accueil qui a été lancée à Montréal par Mme Assunta Gallo, qui est directrice de la protection de la jeunesse. Et on peut un peu présumer de ce qui s'en vient. Donc, on va terminer cette petite séance en écoutant l'intention de la DPJ. Et je vais vous laisser tirer vos propres conclusions. Maintenant, je vous demanderai le plus possible de ne pas oublier d'aller remplir les formulaires pour le rapport que nous comptons déposer au mois d'avril à l'Assemblée nationale pour donner une meilleure représentation de ce que les parents ont vécu à travers le système de la DPJ. Maintenant, écoutons Mme Assunta Gallo avec Mario Dumont. Merci. Assunta Gallo, directrice régionale de la DPJ du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Alors, clairement, tous les DPJ savent que c'est un système en besoin de plus d'amour, un système qui a besoin de plus de soutien. C'est ça que nous sommes en train de dire comme DPJ conjointement au plan national. Ouais, vous dites qu'on a besoin de plus de soutien. Le sous-entendu, c'est que si on avait plus de ressources, plus d'argent, plus de tout, ça irait mieux. Que dans les lieux publics, on fait rien de bien. On comprend pas la violence conjugale. On comprend pas quand il y a une situation de santé mentale. On comprend pas quand il y a la toxicomanie. Nous, comme DPJ, on a besoin de vous. On a besoin de vous comme journalistes. On a besoin de vous comme médias de donner le portrait juste de qu'est-ce que nous faisons en protection de la jeunesse. J'ai un rôle à jouer que je vous avoue et je l'assume que je ne joue pas suffisamment. C'est mon rôle social. J'ai besoin de vous parler plus suffisamment, M. Dumont, de parler plus aux médias.